Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief des deux courses du jour sur ces championnats du monde de cyclisme. On avait à la fois la course junior homme et la course espoir homme qui avait lieu dans ce vendredi. Je rappelle également du côté du programme des vidéos que ce soir, je pense donc cette vidéo-là va sortir vers 18h, vers 21h, on aura la présentation de la course élite dame, de la course élite homme, sur la chaîne, voilà, donc que je vais enregistrer juste après, où je vous parlerai stratégie. C'est pour ça que j'attendais en fait que ces deux courses-là se déroulent pour affiner un petit peu ma stratégie et ma vision de ce parcours du côté de Kigali. Eh bien, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Vous pouvez faire un super thanks si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est gratuit, ça se déroule seulement sur mobile, à côté du bouton pouce bleu, si vous voulez faire cette action-là. Eh bien, on commence tout de suite avec ces championnats du monde. Et donc, la course junior homme qui partait très tôt ce matin, à 8h. Alors, moi, j'étais pas devant la télé dès 8h. J'ai pris un petit peu après, plutôt vers 9h20, 9h15. Donc, j'ai raté peut-être des éléments qui se sont passés en tout début de course. Mais j'ai aussi une vie à côté. Voilà, de ces championnats du monde. C'est vrai que normalement, on était habitué à Anvers, par exemple, à avoir plutôt des départs à 9h. Je me souviens, c'était plutôt 9h, 9h15. Là, c'est vrai que 8h, c'est quand même très tôt. J'ai pas souvenir que les années précédentes, on avait fait des démarrages aussi tôt. Et en plus, alors je pense que c'est pour une question de soleil. Parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda, la nuit se couche très tôt en ce moment. Ce que disait Jackie Durand, je crois que vers 17h30, 18h, en gros, il fait nuit noire. Donc on peut pas faire des arrivées vers 17h15, on va dire, c'est un petit peu dangereux. Par contre, hier et aujourd'hui, on est arrivé 16h, 16h, 16h15 du côté des deux courses espoirs, donc on aurait peut-être pu les faire partir une chouille plus tard quand même, ce qui aurait permis aux juniors hommes et demain, par exemple aux juniors dames, de se réveiller un petit peu moins tôt. Parce que quand la course part à 8h, faut s'imaginer que on est réveillé 2h30, 3h avant, hein. Le temps de prendre le petit-déj, que ça soit digéré, voilà. Donc c'est quand même pas anodin de se réveiller aussitôt pour faire une course. Course qui a été beaucoup moins cadenassée, c'est, je pense, du côté des épreuves, l'épreuve qui a été le moins cadenassée. Il y a eu un peu les Pays-Bas qu'on contrôlait, mais pas tant que ça, contrairement à la course espoir homme où la Belgique a énormément contrôlé, contrairement hier à la course espoir dame où le Canada avait énormément contrôlé. Là, ça a été beaucoup moins le cas du côté de cette épreuve. Dans une course un peu plus de cadet, on pourrait dire, où ça attaquait énormément, presque une course de Coupe de France, par exemple, aussi. Parce qu'on dit toujours une course de cadet, mais on a aussi les courses de Coupe de France qui sont toujours très offensives. Et là, ça a été une course très intéressante hein, pour les concurrents au départ et les concurrentes au départ. Moi, j'ai vu des... Oui, il y a des choses qui m'ont bien plu. Voilà, du côté de cette épreuve. Donc, on va revenir dessus. On commence tout de suite du côté de cette épreuve junior homme, de cette épreuve qui s'est décantée au final assez loin de l'arrivée hein, pour le vainqueur qui est parti à plus de 30 km de l'arrivée. Comme d'habitude, on commence par les abandons. Alors, bien entendu, pas mal de concurrents africains. Théophile Vassal, mais qui a fait un gros travail d'équipier pour ses leaders. Donc voilà, il a fait le job, hein, Théophile Vassal, qu'on avait vu sur le contre-la-montre. On voit les Espagnols, Cordero et Villaté, par exemple. Donc encore des pays africains avec l'Angola, avec l'île Maurice également, qui avait trois représentants, hein, l'île Maurice, Tristan Radi, Noria Manampi, pardon, et Rouillard. Le concurrent israélien, les deux concurrents israéliens également ont abandonné. En passant du côté des championnats d'Europe, la semaine prochaine en France, il n'y aura pas de concurrents israéliens sur les contre-la-montre. Ils seront présents sur les courses en ligne, mais pas sur les contre-la-montre.
Ce qui va aider en termes de sécurité l'organisateur qui, je pense, commençait à flipper un petit peu. Pour tout vous dire, d'être obligé de contrôler les contre-la-montre de manière un peu plus intense avec des participations israéliennes. On a donc les Seychelles, les Émirats Arabes Unis, également, on a eu des abandons. Pas mal de concurrents ont abandonné cette épreuve parce que ça a quand même roulé très vite, bien plus vite que les espoirs dames hier. On a quand même fini à plus de 40 de moyenne chez les juniors hommes. Donc ça a roulé vraiment très très gros tempo. Et c'est pareil pour les espoirs hommes aussi, qu'on roulait quand même sur un tempo très rapide pour du 160 km de course pour les espoirs hommes. Kipchirchir, bon voilà, les Libyens, c'est intéressant quand même d'avoir ces nations africaines, même les Libyens d'Afrique un peu plus au nord. Voilà, ça permet à ces concurrents de découvrir les championnats du monde. Et j'espère que ces championnats du monde vont aider à développer le cyclisme en Afrique et aussi à permettre à l'Afrique d'améliorer son niveau, de développer son niveau. Ça, c'est tout ce qu'on espère du côté de ces sélections-là. Lawini a abandonné. Carbucci également, le Marocain qu'on avait vu sur le contre-la-montre, pour ceux qui s'en souviennent, a abandonné. Déception quand même pour les Canadiens, 2 abandons, avec Antoine Bergeron et Monty Rigby. Bergeron, il a abandonné assez tôt quand même sur cette épreuve. Les Mexicains ont abandonné aussi du côté de cette épreuve. Alors, on va remonter un petit peu le classement. Bon, voilà, avec le concurrent indonésien qui a fini. C'est vrai que on le disait, mais c'était pas si évident que ça pour ces concurrents de petites nations de finir, parce que en gros, vous êtes à plus d'un quart d'heure à l'approche du dernier tour, enfin 2 tours de l'arrivée. En gros, vous êtes mis en course. Donc là, c'est quand même intéressant de voir un concurrent indonésien qui a été en capacité de finir comme un concurrent du Rwanda. Également, qui a réussi cette performance, ou encore Paul Miro de l'Ouganda, qui a fini à 11 minutes. Tiens, parmi les noms connus dans le cyclisme, Enzo Incapi, c'est le fils de Georges, eh bien, qui finit 52e, on ne l'avait pas vu sur le contre-la-montre, pardon. Enzo Incapi, qui est chez EF, dans l'équipe junior de EF. Moi, j'en avais entendu parler, c'était sur Paris-Roubaix, je crois, ou avant Paris-Roubaix, où j'en avais entendu parler de Enzo Incapi. Grand gabarit quand même, 87, mais un peu plus filiforme que son père, Georges, qui était un peu plus massif, Georges Incapi. On remonte le classement avec Roger Suresnes. Moins impressionnant Roger Suresnes que sur le contre-la-montre, on l'avait vu avec un vélo classique être très performant. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de la part de Roger Suresnes, mais qui voilà, a eu du mal sur cette fin de course. De la part de Namibien. Ça doit être quand même, par contre, le premier Africain à l'arrivée, à part s'il y a un concurrent d'Afrique du Sud qui a fini devant lui, ce qui est quand même une satisfaction, toujours, surtout de battre le voisin sud-africain. Je rappelle que la Namibie et l'Afrique du Sud se touchent. La Namibie est au nord de l'Afrique du Sud, et donc ça c'est plutôt pas mal du côté de Roger Suresnes, mais c'est vrai que vu la performance qu'il avait fait lors du contre-la-montre individuel, je m'attendais à un petit peu mieux de Roger Suresnes. Van der Merwe également, le Bulgare, il a eu énormément de problèmes techniques. Ça a été très très compliqué pour le Bulgare, qui a enchaîné les petits pépins pendant la course, donc au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un parcours aussi où chaque petite cartouche que vous mettez a des conséquences. Et c'est vrai qu'il faut éviter d'avoir des problèmes mécaniques ou des soucis de placement, parce que totalement ça se paye cash du côté de Van der Merwe. Et là, Van der Merwe, pardon, les problèmes mécaniques, au bout d'un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué à gérer. Déception pour Noval. Alors, déception pour Noval. Difficile à dire. Il était dans le bon coup avec le Français. Ils sont partis dans le final avec le Français pour se bagarrer pour la 2e place. Et puis, le problème, c'est qu'il est tombé.
il est tombé, Benjamin Noval. Alors j'ai pas trop compris sa chute. Et puis il n'y a pas eu d'image de replay du côté de l'équipe espagnole, enfin du côté de la télé, mais il est tombé en ligne droite. Alors je sais pas s'il a touché la roue du Français et puis qui s'est retrouvé dans les balustrades, dans les barrières. C'était des barrières à l'ancienne, vous savez, avec le petit pied qui ressort. Donc est-ce qu'il s'est pris un des pieds de la barrière en voulant rouler trop proche de celle-ci? Je ne sais pas, mais du côté de Benjamin Noval, eh bien le coureur espagnol qui était bien parti pour faire une belle course, on sait que ça fait partie des très bons coureurs de cette génération, Benjamin Noval, il doit se contenter d'une 36e place. Alors il a quand même fini à 5 minutes 50 parce que vu comment il avait l'air de souffrir, je me suis dit, oh lui il va peut-être pas repartir tout de suite. Benjamin Noval, mais il finit 36e, juste derrière le Sud-Africain Joshua Johnson. Alors Joshua Johnson, il faut savoir que ça fait partie des coureurs qui sont suivis par Otto Eder. Donc c'est-à-dire que on pense que c'est un coureur qui a du talent. Il a notamment remporté une course au Bel Timister Stavlo. Voilà, pour ce coureur, 8e du Grand Premio del Perdono et champion d'Afrique du Sud junior, notamment du chrono. On l'avait vu lors du contre-la-montre. Il ne m'avait pas si impressionné que ça. Là, du côté de Joshua Johnson, ça n'a pas été non plus exceptionnel de la part de ce coureur. Agostinaccio, lui, il a beaucoup travaillé sur cette course. Donc voilà, il a fait des efforts comme Rosato, les deux Italiens. Déception du côté des Néerlandais avec Michel Maurice et toute l'équipe des Pays-Bas, parce que c'est l'une des rares équipes qui a contrôlé, qui a voulu contrôler, et ça n'a pas marché. C'est vrai que les Néerlandais qui avaient des belles armes dans cette catégorie-là, on l'avait vu, ils avaient remporté le titre du contre-la-montre en individuel du chrono junior, mais le deuxième Néerlandais avait fini 4e, donc c'est-à-dire que ça montrait qu'il y avait quand même pas mal de densité à ce niveau-là de compétition, et du côté de Michel Maurice, eh bien, on est passé à côté de sa course, on n'a pas eu les armes sur la fin pour remettre du rythme, et là c'est vrai que c'est une petite déception, voilà, du côté des Néerlandais qui n'ont pas pris de médaille sur cette épreuve. Dylan Sage également, le Britannique qu'on avait vu lors du contre-la-montre, c'était lui qui avait la roue à bâton. À l'avant, c'était Dylan Sage. Oui, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un petit peu plus haut, Dylan Sage, parce que je m'étais dit, avec un équipement qui ne convenait absolument pas pour ce contre-la-montre, il avait quand même fini dans le top 20 du contre-la-montre junior. Encore une fois, il avait perdu beaucoup de temps, au moins 40 secondes. Il finit, je crois, une 25, une 30. Il perd au moins 40 secondes, c'est l'équipement. La roue à bâton à l'avant, c'était vraiment pas une bonne idée. Et il avait eu beaucoup de mal à avoir de la vitesse dans les différentes difficultés, Dylan Sage. Et je me disais, pourquoi pas, sur cette épreuve en ligne, le voir aux avant-postes, mais là encore, avec son grand gabarit, ça n'a pas aidé dans certaines portions montantes. Ashton Barry également, l'américain, que j'avais trouvé plutôt pas mauvais sur le contre-la-montre individuel. Ashton Barry qui avait bien fini, ça fait partie des coureurs qui avaient plutôt bien fini dans le dernier intermédiaire, et bien qui finit 26e. Voilà, Ashton Barry. On remonte le classement avec le deuxième français, Swan Rech, je crois que ça se dit comme ça, je pense que je prononce très mal, qui finit 20e, juste derrière Jerominho Calderón, le Colombien. C'est intéressant de voir quand même, les Colombiens sur ce parcours, ils ont un avantage. 1500 mètres, ça leur fait pas peur. Et oui, et ben là vous voyez un Colombien, il y a un Bolivien aussi qui a fini la course. Le Bolivien il finit 39e. L'altitude, l'altitude, avantage pour ces coureurs-là. Donc il s'en est bien sorti. Jerominho Calderón, le Colombien. Et il finit juste derrière Capello, qu'on avait vu lors du contre-la-montre individuel, qui avait été plutôt performant. Signeros et puis Karl Herzog, qui a beaucoup travaillé, Karl Herzog, pour ses leaders Maus et Benz. Alors je voulais vérifier, Karl Herzog, c'est le frère d'Emile. Eh oui, c'est son frère, Emile Herzog, qui avait été champion du monde junior face à Morgado, notamment. C'était en Australie, il y a quelques années.
donc Karl Herzog, qui, je pense que du côté de l'Allemagne, on n'a peut-être pas misé sur la bonne carte. Parce que quand je le voyais rouler, Emil Herzog, je trouvais que ça allait plutôt bien, et je me suis dit, si on utilise Emil Herzog à ce moment-là, c'est que les deux autres Allemands derrière, c'est des craquitos, quoi. Ils vont faire péter la baraque. Sauf que les deux autres Allemands, on les a pas vus à l'attaque au final. Ils n'ont jamais été vraiment en mesure d'attaquer dans cette épreuve, contrairement aux Italiens qu'on a beaucoup vus, aux Espagnols même qu'on a vus. Ça n'a pas été le cas du côté des Allemands. Et c'est vrai, je me dis, peut-être que Karl Herzog, soit on aurait pu l'utiliser différemment, soit il avait peut-être la capacité de faire beaucoup mieux. Et on a peut-être sous-utilisé Karl Herzog lors de cette course. Et mal utilisé, voilà, le coureur allemand. Kubias, Van den Einde, Van Kerkhoff, également seulement 12e. C'est vrai que les Belges sont un peu passés à côté. Il y a des nations comme ça qui sont passées à côté du côté de cette épreuve. C'est le cas des Belges, c'est le cas également, je trouve, des Italiens qui ont été très offensifs, les Italiens, mais qui n'ont pas forcément été récompensés de leurs efforts. Les Espagnols aussi qui ont fait beaucoup d'efforts, et les Belges qui ont un peu contrôlé à des moments dans la course, mais qui n'ont pas réussi à finir correctement. On regarde la 11e place de Naom Efrien, du côté de l'Érythrée, ça c'est bien, pour le coureur érythréen. C'est vrai que j'avais oublié, du côté de l'Érythrée, qu'il y avait un coureur qui avait fini quasiment dans le top 10, c'est bien. Parce que ça montre qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aussi en Érythrée, parce que ça c'est toute la complexité quand une nation arrive à être performante dans un sport, c'est de réussir à renouveler les générations. C'est-à-dire avoir une bonne génération de concurrents, une première génération, parfois avec un peu de chance ça peut arriver. Par contre, la renouveler, ça demande du travail. Du travail du côté de la fédération, du côté de la détection. Et je pense notamment à la Colombie. Il y a un moment en Colombie, on a eu un trou de génération. C'est entre 2003-2004 et je dirais l'arrivée de Quintana et de Betancourt, donc 2011, un truc comme ça. Il y a un vrai trou de génération. C'est-à-dire que les Colombiens, on avait eu Juan Mauricio Soler, mais qui avait eu des petits soucis, enfin des gros soucis, même il avait été dans le coma à un moment, Juan Mauricio Soler, mais en fait, il y avait que lui quasiment, et Duque. Sauf que Duque, il était sur la fin à ce moment-là. Et on avait un vrai problème de renouvellement de génération. Donc c'est là où on voit que même pour une nation comme la Colombie, ça n'a pas été si évident que ça. Et c'est ça qui permet à une nation d'être au top et qu'un sport devienne majeur dans un pays, c'est le renouvellement des générations. Et ça va être le vrai travail du côté de l'Érythrée. Donc vous voyez le top 10. Eh bien, on a donc Maus et Benz. Alors les Allemands, c'est vrai qu'on a vu beaucoup Karl Herzog. Par contre, les deux autres Allemands, on les a pas énormément vus. Dijkman, le néerlandais, donc qui est le seul à finir dans le top 10 du côté des néerlandais, qui ont pas mal contrôlé la course par rapport aux Britanniques, par exemple, par rapport aux Français aussi. Là, il y a une petite déception du côté de Dijkman et du côté des Pays-Bas. Elias Vandel, et ben encore un Suédois dans le top 10. Il y a eu Söderqvist, on retrouve la Suède à des niveaux intéressants du côté de ces courses de cyclisme. Et ça, c'est bien, parce qu'encore une fois, c'est une nation qui avait disparu ces dernières années, la Suède. Eh bien, ça fait plaisir de revoir cette nation aux avant-postes, parce que voilà, ça participe aussi à l'internationalisation du cyclisme. Il n'y a pas que l'Europe de l'Ouest, en gros, aussi en Europe. Et quand on voit les performances des Polonais en ce moment, quand on voit la Suède qui retrouve des couleurs, ça fait du bien, parce que la Suède avait disparu ces dernières années, un peu comme la Finlande aussi. Et là, de retrouver les Suédois et les Suédoises performants sur ces championnats du monde, ça veut dire qu'on travaille bien. Edouard Claes, donc 6e, qui est le seul Belge aussi dans le top 10. Petite déception encore une fois du côté de la Belgique, on est passé à côté malgré le grand contrôle de cette épreuve. On va revenir déjà sur le podium de Jakowiak, qui est parti de l'arrière, Jakowiak. Il n'a pas suivi Johan Blanc, qui finit devant lui. Il était dans le peloton à ce moment-là. Jakowiak, peut-être une erreur de la part du Polonais, parce que à plusieurs moments, Jakowiak, il était bien positionné. Il était
fort, mais il a fait beaucoup d'efforts à contre-temps. Jakowiak, ça a été son problème au Polonais. Il y a un moment, il ramène tout le monde dans la côte du golfe de Kigali. Je sais plus qui était à l'avant de la course. Vers 30 bornes de l'arrivée, il ramène tout le monde. Jakowiak, à plusieurs moments, il a ramené tout le monde, mais à plusieurs moments, en fait, il aurait pu ne pas être distancé s'il avait été mieux placé, s'il avait eu une meilleure tactique de course. Voilà, il a souvent couru à réaction. Jakowiak, alors c'est une belle médaille de bronze, mais c'est vrai qu'on se dit que s'il avait été peut-être à l'initiative de certaines attaques, eh bien peut-être que le Polonais aurait pu finir sur la deuxième ou la première marche du podium. Deuxième, jouons en blanc. Très clairement, je pense que dans toutes les catégories au départ, aujourd'hui, je m'attendais pas forcément à une médaille de la part de l'équipe de France. Autant hier, je vous avais dit, c'est vrai que dans la catégorie espoir, j'avais dit espoir d'âme, on attend la médaille, en gros. Hein. On attend des médailles dans cette catégorie-là. Élite femme, on attend aussi une médaille à un moment. Mais dans cette catégorie junior homme, vu ce qu'on avait vu sur le contre-la-montre mardi, voilà, c'était pas très rassurant sur le niveau de performance. Et je me disais vraiment, c'est la catégorie où je pense j'en attendais le moins. Mais vraiment, je m'attendais pas à un grand résultat de la part de l'équipe de France. On n'était peut-être pas les plus forts, mais je pense qu'on est ceux qui ont le mieux couru collectivement. Il y a eu un vrai travail collectif, je trouve, de la part de l'équipe de France, que beaucoup de nations n'ont pas eu. Et c'est un travail collectif qui a été efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas cramé des équipiers en début de journée pour plus les revoir ensuite à 80 bornes de l'arrivée. Non. Et ça, je trouve que c'est intéressant du côté de cette équipe de France. Je trouve que là, on a été très bon. Du côté de l'équipe de France, de la manière dont on a couru du côté de l'équipe de France. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce qu'on a fait. Et jouer en blanc, vraiment pas mal, hein, ce coureur qui avait fait le contre-la-montre, hein, vous voyez, 20e, mais qui avait quand même remporté 2 étapes hein, sur le Giro della Lugana, qui est une course intéressante chez les juniors, qui a participé également à la 1 Bugey Valrhonay Tour. Et puis pas mal de courses internationales, notamment le Tour du Pays de Vaud, il avait pris la 6e place, comme sur la course de la paix. On sait que ce sont des courses importantes dans le calendrier junior, 3e de la Bernaudo Junior aussi. Voilà, ça a été un bon résultat pour ce coureur qui pour moi a un bon petit profil grimpeur et qui sera dans la Groupama, l'équipe continentale. C'est prévu voilà, pour les 2 prochaines années. Jo en blanc, où il va encore progresser à ce niveau-là de compétition, hein, parce qu'on rappelle qu'il a 18 ans, joué en blanc. Voilà, et l'an dernier, il y avait eu deuxième du Grand Prix de Plouay, par exemple, jouant en blanc, chez les jeunes. Donc c'est voilà des résultats aussi sur le trophée Centre Morbihan. Donc c'est important hein, toujours d'être bien positionné à ce niveau-là. Et puis on voit que la Groupama, hein, on a aussi instauré une équipe junior, on va dire un centre de formation pour l'équipe continentale. Ça c'est intéressant parce que ça apporte beaucoup de talent. Et puis les Britanniques, sacrée performance quand même d'Harry Hudson. Je voulais vérifier parce qu'il avait un vélo très bariolé, Harry Hudson. Harrogate Nova Race Team, parce que il avait le vélo ça m'a choqué parce que je m'étais dit au départ mais ça peut pas être un vélo de la marque Trinity, tu vois, parce que comme Trinity a plus d'équipe a plus d'équipe continentale, je me disais vraiment c'est quoi ce vélo, parce que le vélo est d'une couleur magnifique, je le trouve très bariolé mais très sympa. Il a fait une masterclass. Je regardais un peu ses résultats. Oui, il a été vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Junior. Hein. C'est pas anodin non plus quand on va remporter cette course-là. Masterclass parce qu'il part à 30 bornes de l'arrivée quand même. Hein. Et il a fait 2 tours et demi tout seul. Voilà. Je crois que c'est à 36 qu'il part Harry Hudson.
Même Cavendish a été impressionnant. Je peux vous dire que pour impressionner Cavendish, il en faut plus qu'un petit truc. Non, il a été très impressionnant, Harry Hudson, parce que c'est le seul qui a réussi à faire ce numéro-là. Et encore une fois, sur une course qui n'a pas été lente, c'est-à-dire qu'on est quand même à quasiment 41 de moyenne. Chez les juniors, c'est beaucoup. C'est vraiment une très très grosse vitesse. Donc réussir à sortir et à tenir pendant une bonne quarantaine de minutes, très costaud de la part de Harry Hudson sur un circuit aussi difficile. Et il n'a jamais eu une grande avance. Tous les adversaires se sont cassés les dents. Joao Blanc, il s'est cassé les dents. Les Espagnols, ils se sont cassés les dents. Les Italiens, ils se sont cassés les dents. Karl Herzog, il s'est cassé les dents à essayer de rentrer. Ils se sont tous cassés les dents. Le seul qui a réussi à un moment à former un groupe, c'est Joao Blanc, mais vous voyez que dans la montée, il remonte absolument pas. Et la force qu'il avait dans la dernière bosse, Harry Hudson, c'est-à-dire au bout de plus de 30 km en solitaire, impressionnant quand même. Donc lui, très très costaud Harry Hudson, je pense qu'il va falloir s'en méfier dans les années à venir, hein, parce que il a fait un sacré numéro aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'an dernier, Lorenzo Finn avait fait un très grand numéro, mais là, Harry Hudson est parti de très 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 loin, 36 km de l'arrivée quand même, en solitaire. Chapeau. Je pense qu'on verra pas ça sur les autres épreuves de la semaine, hein. Ce qu'a fait le Britannique. Et vous voyez que du côté des Britanniques, Max Hines, 4e, Matthew Peace, 5e, plus Dylan Sage, qui n'a pas été dégueulasse. On a une belle génération là du côté des Britanniques. On les avait un peu enterrés, peut-être ces Britanniques. C'est vrai que ça faisait depuis quelques années où il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais là, du côté de la Grande-Bretagne, on a retrouvé des couleurs. Du côté de ces jeunes concurrents. Voilà. Donc Harry Hudson, vainqueur aujourd'hui pour la Grande-Bretagne. On passe tout de suite à la course espoir. La course des espoirs hommes. Moi, faudra m'expliquer la stratégie des Belges quand même aujourd'hui. Ils ont roulé dès le départ, ils ont énormément durci la course. Donc, déjà, en sachant que Jarno Vidar avait quand même été forfait sur le contre-la-montre lundi, qu'on nous avait dit, en gros, il n'a pas roulé depuis quelques jours sur son vélo, parce qu'en gros, il était vraiment pas en grande condition. Donc, ok. Alors, dans ce cas-là, pourquoi faire un tempo aussi énorme alors qu'on n'est pas sûr de l'état de forme de son leader? Ça, c'est déjà une première interrogation. Deuxièmement, ils n'ont pas regardé hier la course des espoirs dames. C'est un circuit où les équipiers se crament à une vitesse folle. Donc, mettre toute son équipe pour contrôler la course sur autant de kilomètres, il y avait quand même 40 km de plus que les espoirs dames, ça n'a déjà pas marché sur 120 km. Chez les espoirs dames, ils pensaient vraiment que ça allait tenir sur 160 espoirs hommes. Bah, va falloir s'acheter un cerveau du côté de l'équipe de la Belgique, hein, parce que très clairement, ça ne pouvait pas marcher. Hier, les Canadiennes ont tenu 60 bornes, en gros. Voilà. En gros, ils ont cramé un équipier par tour, presque, du côté du Canada. Là, ça a été un peu mieux, parce qu'on a eu un très grand Rex, il faudra le souligner. Mais bon, en gros, une fois que Rex s'est écarté, le problème c'est qu'il en a éliminé deux avec son travail d'équipier Rex, et après il n'y avait plus personne, quoi. Donc c'était, pour moi, c'est un raté, voilà, du côté de l'équipe, de cette équipe. J'ai pas compris du tout quelle était la stratégie de cette formation belge, et je pense qu'on s'est raté du côté du sélectionneur. Donc parmi les coureurs qui ont abandonné, Tim Rex, mais qui a fait un énorme travail d'équipier pendant quasiment la moitié de la course. Il a fait un tempo vraiment important, il a contrôlé la course, et une fois qu'il s'est écarté, en gros, c'est là où la course s'est énormément décantée. C'est à partir de ce moment-là où les Italiens ont accéléré, où voilà, où il y a eu beaucoup d'attaques et un gros travail collectif de la part des Italiens, mais pendant que Tim Rex contrôlait les rênes de la course, personne n'a moufté. C'est-à-dire que personne n'essayait véritablement de changer de rythme, de tenter quelque chose. On a essayé une fois qu'il a commencé à fatiguer, que ça a commencé à dominer des épaules, et c'est là où on s'est aperçu que, en fait, derrière Tim Rex, il n'y avait pas grand monde du côté de la Belgique également pour aider Jarno Vidar, qui en plus n'était pas dans un grand jour. Tiens, Samuel Novak,
Samuel Nova non, c'est pas de la même famille, non, voilà. C'est pas de la même famille, hein, je vais vérifier quand même s'ils sont pas de la même nationalité. Bon, du côté des Turcs, alors c'est vrai que le cyclisme turc en ce moment c'est compliqué, hein. On a du mal à être performant, hein, du côté de la Turquie. Martin Barta du côté des Tchèques, on n'a pas beaucoup vu, à part dans l'épreuve hier Espoir d'âme. Ça, jusqu'à maintenant, le maillot de République tchèque a été assez discret aux avant-postes. Winston Maestre, le Vénézuélien, qui a abandonné aussi, mais qu'on a... voilà, les équipes d'Amérique du Sud se comportent plutôt bien sur ce parcours, hein. On voit l'altitude, ça les aide énormément. L'Afrique du Sud qui a perdu 3 éléments, le Mali, le Rwanda aussi qui a perdu... voilà, où il y a eu pas mal d'abandons sur cette épreuve qui, c'est vrai, s'est couru également sur un énorme tempo, hein, et sur 160 km, eh bien, ça a fait mal. Paul Fitzke également, Marco Brenner du côté des Allemands, Ingebrigtsen du côté de la Norvège, Zach Marriage et Mackenzie qu'on avait vu sur le contre-la-montre du côté de l'Australie, contre-la-montre dans cette catégorie, et ben là, ont abandonné. Le seul représentant chinois aussi, Li Yu, a abandonné. Et vous voyez qu'à l'arrivée, ils ne sont que 16. C'est dire quand même le tempo qu'a imposé la Belgique. Sauf que vous voyez qu'en gros, derrière notre ami... ils sont pas que 16 à l'arrivée, pardon, c'est parce que ça s'est pas mis à jour. Ils sont 56, voilà. Ils sont pas que 16. Mais vous voyez que derrière notre ami Tim Rex, bah, les Belges, ils n'ont pas vraiment existé. On y reviendra. Alors, dans les concurrents, bien qu'on finisse à l'arrière, les Espagnols, hein. Ils ont fait gros péto, les Espagnols. Ramos, Fernandez, Gomez, les équipiers, les équipiers bah, qui ont beaucoup travaillé à un moment pour tenter de ramener leur leader aux avant-postes. Donc ça les a forcément énormément fatigués dans cette course. On a également donc les Tchèques Pridal, Manti à l'arrière. Le Rwandais, Nyonkuru avec l'Érythréen Aman qui ont fini cette course. Comme le concurrent d'Andorre, Adria Regada, 46e, devant un Canadien notamment qui n'a pas fini dernier. Donc ça c'est à souligner. Comme l'Éthiopien, également Alemayo, qui finit 39e, pas très loin derrière Novidar. Donc ça, c'est à souligner également. Ebron Beran, c'est de la même famille que Nathanaël ou pas? C'est pas indiqué, donc peut-être pas. C'est peut-être un nom commun du côté de l'Érythrée, eh bien, qui a fini également 41e. Bon, compliqué, hein, Vidar. Compliqué. Bah, pas en forme, hein. Pas en forme, mais c'était prévisible par rapport à ce qu'on nous avait dit un petit peu en début de semaine, hein. Moi, c'est vrai, quand il est indiqué forfait du contre-la-montre, je me dis, ah, que les commentateurs nous disent du côté d'HBO Max qu'en gros, il n'a pas roulé sur son vélo depuis plusieurs jours. Ah! Et je me disais, bon, bah, Vidar, techniquement favori de cette course-là, avec Finn, mais il va falloir être un minimum en forme. C'était le problème. Sauf que normalement, la Belgique, on n'aurait pas dû avoir cette stratégie-là hyper agressive en termes de rythme. On aurait dû laisser le travail aux autres. Encore une fois, on n'a pas regardé la course hier des Canadiennes, on n'a pas écouté l'état de forme de son leader. Bah, ça fait ce résultat qui n'est pas bon, hein, 33-34, je crois que devant on est dans le top 10, je crois, mais on est passé à côté, on avait de fortes ambitions du côté de la Belgique. C'est vrai que pour le moment, les Belges, en termes de médailles, c'est pas exceptionnel. Heureusement qu'il y a eu Remco Evenepoel, il y a eu Kharkov, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est loin d'être exceptionnel du côté de la Belgique, en termes de médailles. Or, le cyclisme fait quand même partie des sports importants du côté des Belges. Et puis, eh bien, on a eu du mal, voilà, tout simplement, sur cette course. Donc Vida, voilà, 34, 33 pour Camiel, Eman. Mais déception pour moi du côté de la Belgique, je m'attendais à mieux. Voilà. Donc, mais encore une fois, de toute manière, je pense que même si ça avait été du grand Jarno Vida, avec cette stratégie-là de course, il aurait été énormément esselé dans les 2-3 derniers tours. Et quand tu es esselé,
tu peux être victime d'attaques un peu à droite à gauche. Et alors là, faut vraiment être au-dessus du lot. Et bah, cette génération-là, espoir, on a beaucoup de très bons coureurs. Donc elle est très dense, cette génération-là espoir. On l'a vu, Paul Sexas, ça a été compliqué face à Vidar sur le Tour de l'avenir. Mais Vidar n'avait pas réussi à gagner le Baby Giro face à Amsel, par exemple. Et Amsel, pourtant, il finit pas dans le top 10 aujourd'hui. Donc il y a tellement de bons coureurs sur cette génération-là que il faut courir comme en World Tour, quoi. Faut être beaucoup plus calculateur. Faut pas courir à la Pogacar, quoi. Faut être beaucoup plus calculateur. Et là, je pense que du côté de la Belgique, on s'est raté en termes de stratégie. Les Italiens, eh bien, on a fait un énorme travail pour Lorenzo Field, notamment Pietro Matteo. Lui, il m'a vraiment tapé dans l'œil aujourd'hui, Pietro Matteo, parce que dès 60 bornes de l'arrivée, il est offensif et il a attaqué. Il a attaqué. En gros, à partir du moment où Tim Rex a été fatigué, c'est le premier à avoir mis des banderilles. Il en a mis plusieurs des banderilles dans la course. Il finit quand même dans le top 30. Alors qu'encore une fois, ça a roulé fort, donc il aurait pu vraiment être en grande difficulté. Donc belle performance de la part d'Alessandro Borgio, mais surtout de Pietro Matteo, qui je trouve a été l'un des artisans quand même de la victoire de Lorenzo Fin. Aujourd'hui, je pense que Lorenzo Fin peut lui donner un petit bout de maillot, peut-être le cuissard, peut-être peut lui offrir le maillot de la sélection, et il peut l'encadrer parce que Pietro Matteo a été très très performant. Je pense qu'il est dans la réserve d'Isma, parce que vu les couleurs du vélo, eh ben, il sera même à la Visma l'an prochain. Donc, bah, c'est un bon choix de la part de l'équipe néerlandaise de le faire monter dans l'équipe 1 parce que lui, il y a du talent. Lui, il y a du talent chez ce coureur. Un Uruguayen qui finit dans le top 30, c'est important de le souligner. Ciro Pérez, voilà, l'Uruguayen qui commence à arriver dans le cyclisme, on le répète, mais Guillermo Thomas Silva, par exemple. Mais ça arrive, voilà. Et donc là, belle performance de Ciro Pérez. Jasper Schouff finit 25e du côté de la Belgique. Encore un Colombien plutôt bien positionné avec Colorado. Antoine Lotte, bah, comme Schwarzbacher, Soderquist, on est sur des gabarits qui n'étaient pas vraiment faits pour ce parcours-là, qui étaient des coureurs qui étaient un petit peu trop lourds, je pense, pour être performants sur ce parcours. Alors, ils ont tenu pendant une majorité du temps. Voilà, les 3/4 de la course, ils étaient bien positionnés. Mais au bout d'un moment, leur grand gabarit, eh bien, ça ne les a pas aidés. Sur la dernière partie de course, et dès que ça a commencé à accélérer, bah, ils ont eu du mal. Et en plus, Antoine Lotte, à un moment, il a été lâché, il a dû revenir. Il a fait pas mal d'efforts, Antoine Lotte, à l'arrière du peloton. Donc ça a été compliqué, voilà, pour Lotte, Schwarbarer et Soderquist, mais je pense qu'ils sont à leur place. Ils auraient préféré un parcours un petit peu plus plat. Voilà, ces coureurs-là, un peu moins éreintants, un peu moins exigeants du côté de ces coureurs. Amsel, oui, déception, mais Amsel, en fait, il a un peu du mal, je trouve, depuis le Baby Giro. Quand on regarde un peu ses résultats, le Slovène. Et je trouve qu'il est un peu en difficulté, tout simplement. Je pense qu'il a fait un très gros début d'été. Et derrière, il a un peu du mal à enchaîner. C'est vrai qu'il avait fait un gros Tour de Slovénie, derrière un gros Giro. Mais ensuite, on a du mal à récupérer de ces efforts-là, parce que déjà sur le Tour de l'Avenir, je crois que c'était pas exceptionnel de la part de Jacob Amsel, et je pense qu'il finit un peu sur les rotules, tout simplement Amsel. Donc voilà, 14e, c'est pas une catastrophe, mais voilà, il finit sur les rotules. Maxime Descombles, un peu trop de pente, je pense, aujourd'hui pour Descombles. Voilà, c'était un parcours un peu trop dur, je pense, pour lui. Il aurait peut-être aimé que ça court moins vite. C'est vrai que là, on est à 41,5 de moyenne. Donc, je pense qu'il aurait aimé que ça court peut-être à 40, voire un petit peu en dessous de 40, qu'il n'y ait pas ce tempo en début de course. Après, c'est quand même une belle semaine pour Maxime Descombles avec sa médaille sur le contre-la-montre. Là, il est quand même top 15 sur ces championnats du monde. Encore une fois, il y a quand même beaucoup de densité, plus la performance qu'il a fait sur le Tour de l'Avenir. Je pense qu'il peut être très satisfait de sa saison, Maxime Descombles, du côté de la France. Luca Lopez, 12e. C'est vrai que les Portugais étaient enfin là.
On les avait pas vus depuis le début de semaine, ils n'étaient pas présents sur les contre-la-montre. Notamment, ils se concentrent, pour tout vous dire, sur les championnats d'Europe. C'est des questions de finances. Du côté du Portugal, on les a enfin vus. On a enfin vu le maillot de la sélection portugaise. Belle performance de Matteo Ramirez, l'équatorien. Carapace peut peut-être dormir sur ses deux oreilles. La relève arrive avec Matteo Ramirez pour l'Équateur. Alors, il y avait déjà Narvaez derrière Carapace, mais là, c'est intéressant. Matteo Ramirez qui finit à 2,24 avec quand même Adria Pericas qui est passé à côté aussi, Adria Pericas, parce que normalement c'était lui le leader de cette équipe d'Espagne. C'était lui le numéro 1. Ce n'était pas Héctor Alvarez. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Tout simplement pas les bonnes jambes du côté d'Adria Pericas. Beaucoup d'attentes sur Pericas quand même, aussi sur ce coureur. Peut-être un peu trop de pression voilà, sur les épaules. Mais il est passé à côté voilà, de cette épreuve. La Suisse, Robin Donzé, belle génération chez les Suisses, entre Hubert qui fait deuxième et Robin Donzé, on peut être satisfait. Très satisfait, c'est la meilleure course des Suisses, on va dire, chez les garçons. Donc, non, ça a été une belle performance jusqu'à maintenant. Donc, très bien. Victor Loulergue, 7ème. Oui, c'est bien. Pour un cours en plus qui était dans une équipe continentale cette année, donc n'était pas dans une réserve de grosses formations. Il était en Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Tiens, il a fait Paris-Bourges, juste avant les championnats du monde, qui passait en bas de chez moi. Il passait en bas de chez moi, lui. Victor Loulergue. Mais oui, bah, c'est une belle saison, vous voyez, Crest-Brézélite Elite performant. Mais encore, je pense que c'était peut-être une chouille dure pour lui. Ce parcours. On a peut-être aimé quelque chose un peu plus plat du côté de Victor Loulergue. Un truc punchy, mais un peu plus plat. Mais un top 10 au championnat du monde, c'est vraiment bien. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Surtout qu'il a que 20 ans, donc dans cette catégorie espoir. Alors certes, il y a Lorenzo Finn, mais ça veut dire qu'il fait partie des jeunes. Encore, je rappelle qu'on peut être espoir jusqu'à 23 ans, donc lui, il a encore de beaux jours devant lui. Victor Loulergue, donc avec un peu plus d'expérience, peut-être l'an prochain, eh bien ça fera médaille. Peut-être qu'à Montréal, ça fera peut-être le titre. Voilà pour Victor Loulergue. Pau Marty, 6ème, l'Espagne qui est fini placée, mais qui n'a pas le titre et qui n'a pas de médaille, surtout l'Espagne, avec Pericas, Marty et Alvarez. Alvarez, pas grand-chose à se reprocher. Voilà. Il a tenté, il a essayé d'anticiper. C'était pas lui le leader. Je pense que du côté de l'Espagne, on a changé les plans en cours de course. Je pense qu'on a compris que Pericas était peut-être pas forcément dans un grand jour. On a essayé de jouer avec une autre carte, mais ça n'a pas marché. Voilà. Enfin, ça n'a pas marché, ça n'a pas été au bout du côté d'Hector Alvarez, dommage. Et puis surtout, ils sont tombés sur un énorme Autrichien, Schrettel, qui a été impressionnant. Gajdulevic, c'est intéressant, déjà 7ème du contre-la-montre, 5ème aujourd'hui. Lui, il est dans une équipe l'an prochain. Il est dans aucune formation. Moi, si j'étais une équipe, un agent, je le signerais déjà. Mais si j'étais une équipe, je lui proposerais un contrat parce que là, ce qu'il a fait au championnat du monde, c'est-à-dire que c'est un mec qui peut le reproduire. 30e du Tour de Pologne, en étant, encore une fois, dans la sélection polonaise, donc c'est toujours un petit peu compliqué. 8e de la course de la paix, non, c'est des bons résultats. 11e du Tour de Messine en Turquie, donc ça a grimpé peut-être un petit peu. Donc non, c'est un bon résultat pour lui. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce cours. Très belle semaine. Schrettel, impressionnant Schrettel. Il n'a pas compté ses coups de pédale, lui. Il a été très, très offensif, Schrettel. C'est l'un des premiers aussi à avoir planté des branderies. Non, vraiment très costaud, Schrettel. Puis ça fait du bien. Je parlais de la Suède, je parlais de l'Équateur, je parlais de certaines nations qui retrouvent dans certains cas des couleurs comme la Suède. L'Autriche avait aussi un peu disparu, parce que Bernard Isel, ça fait quelques années. Alors il y a Félix Gial, mais bon,
Bon, moi, j'ai connu l'Autriche où il y avait quand même beaucoup de coureurs autrichiens en Pro Tour à l'époque. Et du grand Bernard Heisel, et surtout le maillot autrichien au championnat du monde qui était toujours très présent. Un maillot qu'on avait vu certes aux Jeux Olympiques, mais chez les dames, et ça remonte en 2021, et c'était un peu la surprise générale ce coup-là. Donc non, Schrettel, très intéressant, et très costaud Schrettel, et surtout moi je me disais, dans la dernière boucle, il va craquer, c'est lui qui va craquer des trois. Je me disais, entre l'Espagnol, le Polonais et lui, c'est lui qui va craquer en premier pour la troisième place. Il a jamais craqué, parce qu'il avait fait tellement d'efforts avant. Je me disais, par rapport à Gajdulevic qui va les sauter, hein, parce que Alvarez aussi, il y a un moment, il s'est retrouvé en tête de la course, il a fait au moins demi-tour en tête en solitaire. Eh ben non, il n'a pas craqué, Schrettel, donc vraiment excellent, voilà, de la part de l'Autrichien. Jan Huber, au bon endroit, au bon moment. Jan Huber. Non, je pense pas que c'était le plus fort, Jan Huber, mais il a su faire les efforts au bon moment, Jan Huber. Et il a su voilà, se mettre dans la roue de Lorenzo Fine. Hein. Je pense qu'il y a une intelligence de course hein, chez Yann Hubert, une grande intelligence de course. Après, il fallait tenir la route fine, c'était compliqué. Voilà, c'était un effort qui était long, qui était difficile. Ça a craqué. Ça a craqué dans la côte du golfe de Kigali, pas dans la côte pavée. Mais en gros, pour tout dire, il a craqué, mais il n'a pas explosé non plus. Hein. Parce que, certes, il se prend 30 secondes en 6 km, mais derrière, ils ont dû leur prendre 10 secondes. Hein. Schrettel, il n'a pas dû reprendre plus que 10 secondes à Jan Huber. Et je pense qu'il a fait douter un moment Finn, hein, parce que l'Italien ouais, commençait un petit peu, je dirais pas à paniquer, mais commençait à légèrement s'énerver. Parce que Schrettel, voilà, il n'était pas si facile que ça. Enfin, que Jan Huber n'était pas si facile que ça. Je pense qu'en plus, Finn, il avait peu d'informations dans les oreilles et que ça l'énervait un petit peu, ces championnats du monde sans oreillettes. Et non, Jan Huber, il pouvait pas faire mieux, je pense, aujourd'hui, hein, tout simplement. Et c'est une belle médaille pour la Suisse. C'est intéressant. Il pouvait pas faire mieux. Devant, c'était trop fort. Finn, impressionnant. Finn, solide. Très, très solide. Parce qu'il part de loin, Finn. Hein. Là aussi, ça part quand même de loin. Et il arrive à sauter. Tout le monde pète dans sa roue. Derrière, il retrouve Huber. Bam, ça repète aussi. Non, ça a été du costaud, et puis c'est le premier à faire l'enchaînement titre junior, titre espoir. Et puis on l'a vu, hein, il fait pas une année dégueulasse non plus. Finn, il fait deuxième du prologue du Tour de l'Avenir à 7 dixièmes de Sexas. Ça a été l'un des coureurs les plus performants chez les espoirs. Et c'est là où tu te dis qu'il y a quand même une génération junior espoir qui est assez impressionnante, quoi. Parce que c'est vrai que si je prends l'année 2024 chez les juniors, Finn, donc très performant. Sexas, très performant. Alvarez, très performant. Ashlyn Barry, on l'a quand même beaucoup vu également. Ashlyn Barry. Aubin Sparfel, on l'a vu aussi cette année, Aubin Sparfel. Donc Péricas aussi, qui n'est pas un homme de championnat du monde en passant Péricas. Baptiste Grégoire, très bon rouleur, qu'on a vu autour de Luxembourg, je crois, me rappeler. Qui en a d'autres dans cette catégorie d'âge? Eh ben, Mini Christophe, très performant aussi du côté des sprints, le demi-frère d'Alexander Christophe. Je redescends. Elliot Boulet, c'est pas mal aussi, hein, du côté des Français. Non, c'est une très belle génération, hein, quand on regarde. Bah, Matteo Ramirez, qui fait top 11e ou 10e sur la course. Ouais, vous voyez, hein, il y avait quand même du monde, hein, qui a réussi à enchaîner, à passer d'une course à une autre, à une catégorie à une autre, en étant efficace et en étant performant. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Voilà, je le dis. Et là, on est sur une génération qui est vraiment très bonne cette année chez les espoirs, qui est très dense. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'obtenir des résultats, parce que vous voyez que dès les juniors, déjà, ça se tirait la bourre.
Et là, ça continue, hein, et Finn, non, impressionnant, Finn. Mais déjà, parce que quand il remporte le titre de champion du monde l'an dernier, il fait quand même un énorme numéro. Certes, certains avaient dit c'est parce qu'il s'est mieux manœuvré sous la pluie. Il avait fait je sais plus combien de kilomètres à l'avant de la course. C'est celui qui avait fait le plus grand numéro dans cet après-midi pluvieux et triste du côté de Zurich, parce que je rappelle que le matin, c'était la course junior dame avec la mort de Muriel Forin. Et Finn avait fait une démonstration ce coup-là. Voilà, mais il était parti super loin, et il était resté en solitaire, sous la pluie, il avait tenu. Et ben là, il continue encore cette année, donc non, impressionnant. Et c'est un homme de grand championnat aussi, Finn, quand même, hein, parce que 2 années de suite, c'est pas anodin. Donc non, bravo, bravo, bravo à Lorenzo Finn. L'an prochain, il sera dans l'équipe 1 ou pas de Red Bull? Non, il sera encore dans l'équipe développement, normalement. Puisque je rappelle que... Donc il peut en plus faire le doublé. Il pourra faire le doublé l'an prochain. Parce que je rappelle que dans l'équipe 1 va passer Adrien Bouachy, le français spécialiste du VTT, qui va passer dans l'équipe numéro 1. Du côté de la Red Bull, Bora Hansgrohe. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve à 21h pour la présentation de la course masculine et féminine élite. Allez, ciao ciao sur la Make Production.